Bien, bonjour à tous. Voilà, je vous souhaite donc la bienvenue à ce 22e congrès de l'AFA. Toujours des disciplines. Christian. Voilà, et je dois dire que c'est une grande joie pour nous de vous voir aussi nombreux, parce que c'est probablement, à part Belfort, le congrès où on réunit le plus de monde. Et déjà l'année dernière, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, et on voit des nouvelles têtes, des jeunes, et donc on commence à être rassuré sur l'avenir de l'acupuncture, et on est content que vous tous vous soyez là. Alors si vous êtes nombreux, c'est aussi peut-être parce qu'il y a Chartres, que Chartres est une ville qu'a chanté Peggy, qui est une ville magnifique, avec une cathédrale extraordinaire, et aussi parce que le thème choisi par Gilles et Nicole, le cerveau, est un thème qui nous intéresse de plus en plus, parce que, comme vous avez pu le constater, on a de plus en plus de maladies neurodégénératives, des démences séniles, des Parkinson. Moi, j'ai des amis qui sont morts très très jeunes, à 55 ans, 60 ans, j'en ai quelques-uns. On a un peu l'impression que ces maladies progressent. Et visiblement, c'est pas seulement lié au vieillissement de la population, puisque l'on observe donc cette augmentation, même chez des gens, des sujets jeunes. Et donc, il nous faut donc interroger ce cerveau, non seulement du point de vue de la médecine chinoise, et de voir comment cette médecine chinoise peut apporter un éclairage capable de nous faire progresser dans la compréhension du mécanisme de ces maladies. Vous savez que dans la médecine chinoise, le cerveau est un organe yin, receleur de l'essence du ting pur. En tant que tel, il appartient à la catégorie de l'eau, et s'oppose et se complète à l'esprit, le chêne, qui appartient à la catégorie du feu. Le cerveau est donc aussi la mère des moines, et l'entraille à l'extraordinaire pérennité. Il a donc une importance particulière. L'axe au feu, rein-cœur, chêne-ting, qui régit le cours habituel de la vie, se retrouve donc au cours d'une relation extraordinaire entre le cœur et le cerveau, entre le chêne, source de lumière, ou lumière, et ting, la substance pure, informelle, source des formes corporelles et physiques, aussi bien que mentales et psychologiques. Et il y a dans le cerveau probablement quelque chose de l'ordre de la matrice, de quelque chose qui joue un rôle dans la formation ou la préformation des images, et des images mentales et des processus psychologiques. Et d'ailleurs, si on devait rapprocher quelque part le cerveau de Chartres, ça serait peut-être avec quelque chose comme la Vierge Noire, puisque vous savez que la Vierge est symbole de la puissance créatrice, et que sa couleur noire renvoie à l'eau, renvoie au nord, et donc renvoie donc à celle qui est productrice de forme. Symboliquement, et pour comprendre la relation qui peut exister entre le cœur et le cerveau, vous savez que le cœur est symbolisé par le soleil, et que le cerveau est symbolisé par la lune. Et que donc la lumière du cœur, le chêne du cœur, se reflète dans le ting pur du cerveau, comme le soleil se reflète dans la mer. Et comme le disent toutes les traditions, l'esprit est dans le cœur, et le cerveau ne fait que refléter la connaissance du cœur pour établir les connexions avec le monde et les relations nécessaires à la vie humaine. Et donc toute notre problématique va se trouver là aujourd'hui, entre ce cœur qui est le centre de l'intelligence, et le cerveau qui en est le reflet. D'ailleurs, quand vous pensez, que dites-vous? Vous dites « je réfléchis ». Et vous réfléchissez la lumière qui est à l'intérieur de vous. En situant la pensée dans le cerveau, le monde occidental se trouve en totale différence, on peut dire, avec les sociétés traditionnelles qui ont toutes, du moins toutes celles que je connais, situé la pensée dans le cœur. Ceci, ça pourrait expliquer l'agitation mentale de nos contemporains, qui trouble le calme du cerveau, empêchant l'esprit du cœur de se refléter dans notre société. La constatation de la mort ne se fait plus sur l'arrêt cardiaque, elle se fait sur l'électroencéphalogramme plat. De même, l'homme de nos sociétés modernes n'a de cesse que de vouloir aller dans la Lune, et quand vous êtes dans la Lune, vous n'êtes pas vraiment là. Ce qui permet au cerveau de fonctionner et de coordonner les différentes activités humaines et mentales et physiques, c'est sa relation au cœur, c'est-à-dire la relation fondamentale entre les essences et les esprits, les Ting Shen. Et nous verrons à travers les différents exposés de ce congrès combien cette réalité est présente. Ainsi, dans la médecine chinoise, les maladies mentales, les troubles du sommeil, les troubles de la mémoire relèvent du cœur plus que du cerveau. Par contre, les troubles du cerveau, lieu le plus élevé du corps, se manifestent par des troubles des orifices qui témoignent de cette relation au monde extérieur, les acouphènes, les troubles oculaires comme le larmoiement, les éblouissements, l'obscurcissement de la vue, la rhinorrhée, etc. Et de par sa situation et son appartenance au carrefour des souffles,
de la tête, les troubles comme les vertiges, les étourdissements, les syncopes, les céphalies. Les textes parlent aussi de la fonte du cerveau, en particulier par la chaleur, ce qui pourrait, comme on l'a évoqué hier, être la cause de nombreuses maladies dégénératives. Une fois n'est pas coutume, cette étude du cerveau en médecine chinoise se fera avec un aller-retour incessant entre la physiologie chinoise et les neurosciences, en espérant que ces deux points de vue pourront s'éclairer l'un l'autre. Et je tiens particulièrement à remercier Gilles Curie et Nicole Turière d'avoir osé ce rapprochement qui est peu habituel dans notre association. Voilà, donc pour le cerveau. Maintenant, avant de leur donner la parole et de vous donner la parole, je voudrais rappeler le décès de mon ami Constantin Milski, qui est décédé le 28 août. Beaucoup savaient que le lien que j'avais avec lui, puisque je l'ai côtoyé pendant plus de 30 ans, et participé avec lui à la traduction des classiques médicaux, le Kaiting, le Ling Shu et le Sowen, qui est encore dans les cartons. Il m'en a laissé cet auteur-là, avec des commentaires. Il y a plus de commentaires d'ailleurs que de traduction de textes. Et donc je suis en train d'essayer de travailler dessus. Mais pour revenir à Constantin, son excellente connaissance du chinois, aussi bien classique que parlé, ainsi que la mentalité chinoise, le rendait particulièrement apte à donner une traduction assortie de nombreux commentaires chinois. Il consultait d'importants dictionnaires. Il avait derrière lui une hauteur de 2 mètres de dictionnaire chinois ancien. Il pouvait rester plusieurs heures sur une phrase jusqu'à ce qu'il en comprenne le sens. Chacun sait combien ces textes classiques médicaux peuvent être difficiles à comprendre, même pour les Chinois, et il nous a apporté là un trésor précieux pour l'acupuncture. Cet homme a eu un destin exceptionnel. Il est né à Odessa en 1916, et vous savez que c'était la révolution russe. Sa mère est partie à Belgrade, et il l'a rejoint à 6-7 ans, et on l'a jeté à Istanbul dans un train de bestiaux, en direction de Belgrade, et il mangeait de l'herbe pour satisfaire sa faim. À Belgrade, sa mère, qui était prof de russe au lycée, s'est remariée avec un Chinois qui en fait était un homme de race chinoise, mais qui ne parlait pas chinois, qui avait été recueilli par un bateau qui s'appelait le Sissoï, on l'avait appelé Sissoïevski. Et ce Chinois a voulu retourner en Chine. Et donc quand Constantin a eu 15 ans, il s'est retrouvé en Chine, à Kharbin, donc dans la colonie russe du nord de la Chine. Mais il avait un oncle qui habitait Pékin. Cet oncle l'a pris avec lui, il a commencé des études de commerce. Donc ça, il est arrivé en Chine en 1931. En 1936, donc il avait 15 ans, en 1936, il y a eu la guerre déclarée entre les Chinois et les Japonais. Et avec ses copains, puisqu'il s'est pris d'une affection immense pour la Chine. Comme quand vous avez 15 ans, vous adhérez à quelque chose. Et donc, ils ont décidé que Mao Tse-tung était plus contre les Japonais que Chiang Kai-shek, et donc il est allé faire l'école des cadres dans les montagnes avec Mao Tse-tung. Donc il a rencontré entre autres Zhou Enlai, et il raconte les entraînements qu'il a subis. Mais au bout d'un an, on lui a dit « t'as le nez long », c'est-à-dire t'es un blanc. Donc il est redescendu, on ne peut pas te garder. Donc il est redescendu vers le sud, et là, Chiang Kai-shek l'a coffré dans sa prison secrète, dans laquelle il est resté 7 ans. Quand il en est sorti, il est remonté vers Pékin, il a vu arriver Mao à Pékin, il a salué l'arrivée de Mao le 1er octobre 1949 à Pékin, et il est devenu directeur du département de Russe. Mais ses malheurs ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a fait 11 ans de prison communiste avec les interrogatoires, et il a été emprisonné à plusieurs reprises. À 50 ans, en 1966, pendant la révolution culturelle, on lui dit « Mon pauvre ami, si tu restes là, tu sais ce qui va t'arriver ». Donc il a laissé sa mère à Shanghai, il est arrivé en France, qui était le seul pays qui a bien voulu le recueillir, et lorsqu'il est arrivé en France, il est allé faire un an à Berkeley, il est revenu, il s'est marié avec une Bretonne, et il deviendra à ce moment-là professeur, grâce à Léon van der Merch d'ailleurs, à Aix-en-Provence, professeur de chinois à l'université d'Aix-en-Provence. Et moi je l'ai connu quand il est arrivé à la retraite, donc vers 65 ans, à Paris. Et alors, lorsqu'il est arrivé en France, il reçut quelque temps après les cendres de sa mère qui était morte d'un cancer. Quant à son père, qu'il n'avait vu qu'une fois à l'âge de 3 ans et demi en habit d'officier, il a appris, quand le mur de Berlin est tombé, on a pu faire des recherches, il a appris qu'il avait été fusillé par Staline dans les années 50. Alors, d'ailleurs son histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il a voulu retourner en Russie.
quand il est retourné en Russie, donc c'était en 91, et quand il est arrivé en Russie, il est allé à l'hôtel, et là, il apprend que Gorbatchev se fait coffrer. Et toutes les télés tous les médias sont annulés, on voit plus de télé, on voit plus rien. Et donc il a tellement eu peur qu'il n'est pas sorti de l'aéroport, il a repris l'avion pour la France. Donc il faut le suivre pour avoir des événements particuliers. Alors il relate sa vie dans un ouvrage qui s'appelle Le Dragon enchaîné, qui est un témoignage très très intéressant parce que c'est un témoignage de la vie quotidienne des Chinois, des relations chinoises, et en plus il est intéressant parce que il ne se contente pas de raconter sa vie, mais des habitudes chinoises, de la cuisine, du taoïsme, des voleurs. Vous savez que il y avait des confréries de voleurs je raconte juste cette histoire, je m'arrête. Mais juste les confréries de voleurs, ce sont des gens qui avaient, les enfants, on leur mettait des plaques de plomb aux pieds pour qu'ils aient les pieds légers. Comme ça, ils pouvaient marcher sur les tuiles vernissées des toits et rentrer dans les maisons. Et alors, quand vous étiez volé à Pékin, donc si le voleur était volé à Pékin, mais c'était pas compliqué. Le dimanche, vous alliez au musée du marché aux voleurs à 5h du matin et vous pouviez racheter vos affaires. Voilà, donc cet ouvrage, je vous conseille de le lire. Donc il a été édité en première intention dans les années 80 par les éditions Lafon. On l'a réédité à la fin parce qu'on pensait qu'il y avait beaucoup d'acupuncteurs qui nous le demandaient. Et donc je vous signale qu'il est à votre disposition et qu'il est très agréable et facile à lire. Voilà, je vous souhaite à tous un bon congrès. Merci de votre présence. Bonjour, donc bonjour à vous tous, à vous toutes. Je vais dire quelques mots qui vont ressembler à ceux de Gilles, car nous sommes, Gilles, le mien, et moi, très émus et heureux de vous accueillir si nombreux à ce congrès donc des 69 ans de l'AFA, 22e, oui, les 69 ans de l'AFA. Et nous sommes très excités à l'idée de vous faire découvrir cette magnifique cathédrale de Chartres et son labyrinthe qui nous ont inspirés, pour ainsi dire poussés, à faire ce congrès. Le thème, donc le cerveau, est apparemment très porteur, puisque vous voilà bien nombreux. Et en ce qui nous concerne, il nous tient à cœur depuis pas mal de temps, avec l'envie de relier Chine ancienne et neurosciences, l'envie d'approfondir les connaissances que nous donnent les textes, pourtant anciens de la médecine chinoise, et en même temps que de tenter des liens avec les pathologies neurologiques que nous rencontrons aujourd'hui dans nos cabinets. Pour plus de détails, je vous laisse lire notre profession de foi dans les actes du congrès.